Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. En tout cas, les agriculteurs promettent encore de continuer leurs actions aussi longtemps que nécessaire. Le Premier ministre Gabriel Attal doit recevoir des représentants de la profession ce soir. Alors oui, parlons vrai. Est-ce que les agriculteurs sont les victimes avant tout de l'industrie agroalimentaire, des grands distributeurs de l'Europe ou des normes françaises? Pour le moment, vous dites l'Europe à 81%, les normes françaises à 8%, l'industrie agroalimentaire à 7% et la grande distribution seulement à 4%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Jean-Baptiste Gibert est avec nous, président des jeunes agriculteurs du Tarn et Garonne. Bienvenue sur Sud Radio. D'abord un tour de table avec nos vraies voix, Philippe Bilger. Je ne sais pas de quoi et de qui, si j'ose dire, les agriculteurs sont victimes. Vous avez cité plusieurs agresseurs virtuels possibles, mais ce que je constate, c'est que eux se perçoivent véritablement comme victimes, et quand on lit un peu ce qui est dit sur la crise de l'agriculture, on voit bien qu'apparemment il y a plusieurs dysfonctionnements qui sont perpétrés à leur détriment. Je suis frappé de voir à quel point cette fois-ci on a un mouvement qui s'étend, qui se globalise et qui peut être très dangereux pour le pouvoir. Et il est évident que malgré, je l'espère, la bonne volonté du Premier ministre, il ne faudrait pas qu'il sous-estime ce qui est en train de monter dans le pays, qui dépasserait paradoxalement peut-être la crise de l'agriculture elle-même pour exprimer un mécontentement plus global, comme souvent avec Emmanuel Macron. Elisabeth Lévy. Non, il y a quand même une crise aussi, vous avez raison, mais il y a quand même une crise spécifique de l'agriculture. Je cite trois phénomènes. D'abord, le libre-échange. Le libre-échange qui est une sottise. Le libre-échange intégral, hein. Je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, mais le libre-échange intégral est une sottise, y compris pour notre industrie. Mais pour nos agriculteurs qui sont confrontés à une concurrence déloyale de gens, c'est pas la faute des gens, de gens, si vous voulez, qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes normes qu'eux, c'est, si vous voulez, on se suicide pour eux. On est vraiment en train de marcher sur la tête, ça. Ils ont raison. La deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de haine anthropologique d'un certain nombre d'écolos et de bobos, etc., pour le monde agricole, parce que vous comprenez, les activités humaines, à part regarder des ours, si vous voulez, comme des choses merveilleuses à regarder, ce que eux adoreraient, hein, qu'on fasse du tourisme comme ça, mais les activités humaines, bah oui, forcément, quand vous touchez à la terre, vous entraînez des effets. Donc pour eux, ils trouvent ça tout à fait dégoûtant, d'accord? Ça, c'est vraiment... Et la troisième chose, c'est qu'ils sont aussi victimes de nous tous, parce qu'on dit qu'on adore les agriculteurs, qu'on veut les défendre, mais on veut surtout pas payer, si vous voulez, quoi que ce soit de plus cher. On veut payer le prix de la grande distribution, mais avoir la qualité de petits éleveurs qui chouchoutent leurs vaches. Mais bon. La situation des agriculteurs, elle est décrite dans beaucoup de livres, mais notamment dans Sérotonine, qui est un livre de Houellebecq assez fameux là-dessus, et qui décrit un peu ce qui se passe actuellement sous nos yeux, avec à un moment donné une scène, évidemment, dont j'espère pas la réalisation, où il y a justement après des agriculteurs qui se mettent sur une autoroute et les CRS interviennent et il y a carrément des échanges de feu, il y a des morts, etc. Donc évidemment, je n'espère pas cela, mais c'est vrai que ça peut aller effectivement extrêmement loin. Dans le livre, c'est vraiment brossé, hein, ce tableau effectivement de la déliquescence de la situation des agriculteurs. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui quand même, c'est Arnaud Rousseau sur une autre radio, sur France Inter, qui disait effectivement que on avait importé 2 fois plus de céréales que l'année précédente, au moment effectivement 4% de terre en plus était mise en jachère. Oui. Donc c'est quand même cette contradiction assez folle qui moi me saisit aujourd'hui. On est avec Jean-Baptiste Gibert, président des jeunes agriculteurs du Tarn et Garonne. Alors, vous avez entendu les 4 propositions qu'on donne sur Twitter X. L'Europe, les normes françaises, l'industrie agroalimentaire et les grands distributeurs, et c'est l'Europe qui est devant à 81%. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Baptiste Gibert ? Alors j'ai envie de vous dire que là on assiste maintenant à un subtil mélange des 4. Oui. Voilà. Oui.
clairement, c'est pour nous mettre à genoux à ce point-là, un seul paramètre ne suffirait pas en fait à nous mettre à genoux. C'est vraiment une accumulation de contraintes normatives, de méventes dues à de l'importation massive des GMS pour des produits. Je rappelle qu'en fruits et légumes, on est à près de 50% d'importation, alors qu'on est quand même un bassin de production assez propice à ça. Et voilà, tout ça pour une question tarifaire. Les normes européennes, les normes françaises, il y a tout. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut encore d'une agriculture française de qualité, ou alors est-ce qu'on lâche les vannes et puis on va produire de la merde pas chère pour tout le monde. Oui, Philippe. Jean-Baptiste Gibert, et même si vous obtenez le dialogue que vous souhaitez, il est évident que vous n'aurez pas satisfaction, surtout. Si vous aviez à décider quelle est la mesure fondamentale, capitale, dont la satisfaction vous serait nécessaire, vous diriez que c'est laquelle ? Je pense que le plus important, c'est de libérer les énergies dans le monde agricole et que l'État nous écoute quand on fait des propositions qui viennent d'ailleurs qu'à 200 km autour de Paris. Voilà, ça serait intéressant quand même que l'État s'intéresse au reste de la France métropolitaine et même outre-mer, parce qu'ils ont des propositions intéressantes. Mais vraiment, de libérer les énergies, je pense à l'accès à l'eau notamment, qui en Occitanie est quand même très prégnant sur l'agriculture. On ne peut plus faire de retenue collinaire sans être embêté par des dossiers à rallonge, sans avoir 2 ou 3 ans de traitement de dossier quand c'est pas 10 ans si le volume d'eau est supérieur à une certaine norme, encore une fois. Voilà, c'est toujours très compliqué. Donc je vous dis, il faut libérer les énergies. Les jeunes sont pleins de bonne volonté, mais laissez-nous faire un petit peu. On n'est pas cons, on va pas détruire la planète ni l'environnement, parce que je pense qu'on est les premiers garants de l'environnement. Allez, vous restez avec nous, Jean-Baptiste, 0826 300 300, avec Paul qui nous appelle de Bayonne. Oui, rebonjour. Écoutez, j'ai bien entendu tout ça. Il a l'air très sympathique, ce jeune agriculteur. Moi-même, je suis dans la campagne, donc je les comprends tout à fait. Alors, la faute à qui ? L'Union. Alors, c'est pas l'Europe, mais l'Union européenne. Qu'on soit bien d'accord. L'Europe, c'est un continent. Voilà, qu'on précise bien ça. Et je pense qu'il a raison. Parce qu'on n'a pas assez de place sur Twitter, c'est pour ça. Donc, on réduit. Et donc oui, c'est l'Union européenne. Il y a aussi l'agroalimentaire et puis les distributeurs qui se bataillent tous le bout de gras. Mais je rajouterais deux choses supplémentaires. L'Union européenne, donc c'est la PAC. Donc déjà quelque chose qu'il faudrait peut-être revoir de fond en comble. Et il y a aussi quand même la FNSEA qui n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Ça, on va en parler avec Jean-Baptiste Gibert. Vous restez avec nous, Paul. Restez avec nous parce que ça sonne beaucoup. 0826 300 300. Samy qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Samy. Bonsoir, Samy. Oui, bonsoir. Samy, vous vouliez réagir. Vous soutenez, vous, les agriculteurs ? Ah oui, absolument. Je comprends parfaitement leur détresse et ils ont raison je pense qu'ils ont même beaucoup de patienté sur des années. Oui, franchement. Et ils ont vraiment fait preuve de beaucoup de dignité et de retenue face à tout ça. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que maintenant, ça pète. Notamment les coûts de l'énergie. Parce qu'il faut dire, les agriculteurs, ils ont besoin de carburant pour leurs outils, de courant, etc. On a eu la nouvelle hier par rapport à l'augmentation de l'électricité, donc ce sont des choses étroitement liées. Et ça prête vraiment à beaucoup de questionnements sur ce qui se passe en fait au niveau du paquebot, je dirais au niveau du cockpit. Ça craque de partout, ça craque de partout. Oui. Alors, c'est ce que je comprends pas, c'est que, si je peux me permettre rapidement, je vais dans le raisonnement, c'est que on vend l'électricité à 42 €, produite 40 € pour qu'elle nous revienne à 400 €, sur laquelle on collecte la TVA, augmentation du coût de l'énergie, certains chiffres, les pommes de terre, les œufs, le lait, augmentation au niveau de la grande distribution des distributeurs, des chiffres allant de 400 à 900% d'augmentation.
est-ce qu'on veut achever ce pays? Est-ce qu'on veut achever ce peuple? Ça s'appelle la clarté dans la confusion, Samy. C'est un peu le... Restez avec nous. Ce qui est quand même, voilà, le plus paradoxal, ça a été vaguement évoqué aussi, c'est que quand même la politique agricole commune, c'est aujourd'hui le deuxième budget européen, et vous savez, pendant des décennies, ça a été le premier budget. Et il se trouve que la France est quand même l'un des premiers bénéficiaires. Il me semble même que c'était le premier bénéficiaire pendant des années aussi. Mais aussi un des premiers contributeurs. Oui, bien sûr. En général, deuxième contributeur derrière l'Allemagne. Mais tout de même, donc moi, ce que je comprends pas, effectivement, c'est que comment est-ce qu'à la fois on peut soutenir à ce point-là quand même la filière agricole depuis autant d'années, depuis l'origine de l'Europe, donc depuis 60-70 ans, et tout en mettant les agriculteurs dans cette situation aujourd'hui. Avant que notre invité réponde, peut-être il y a cette idée que l'Europe a poussé tout le monde, a poussé les exploitations à faire dans l'intensif, les faire des mille vaches, les énormes exploitations, et que on a quand même beaucoup d'exploitations qui sont encore de taille beaucoup plus modeste, et c'est celle-là quand même qui profite le moins des subventions, c'est celle qui donc voilà, mais c'est un modèle productiviste qui est complètement absurde par rapport à nos autres demandes. Je sais pas ce qu'en pense notre invité. Jean-Baptiste Gibert. Oui. Oui, je suis toujours là, mais après voilà, il y a eu ce virage d'essayer de pousser à la surproduction de l'après-guerre jusqu'à, je pense, le milieu des années 2000. Ouais. Et après, il y a eu un virage, mais à 180 degrés pour faire de l'éco-régime et compagnie. Du bio, mais moi je suis en bio depuis 20 ans, j'aurais pas fait une autre agriculture que du bio. Mais clairement, c'est aller trop loin, trop fort. Et si vous voulez, on peut pas changer le modèle agricole de toute une nation tous les 40 ans. Quoi. Ouais. Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut pointer du doigt, soyons clairs, en parlant vrai, la grande distribution? Oui, est-ce qu'ils sont en grande partie responsables de ce qui se passe? Parce que le Tarn-et-Garonne, c'est le premier département maraîcher de France. Vous devez voir quand vous allez dans les grandes distribs, s'ils prennent les fraises de chez vous ou les fraises d'Espagne ou du Maroc ou d'ailleurs. Oui, non, mais après, comme je disais en préambule, on ne peut pas accabler tel ou tel. En fait, c'est l'addition de tous ces petits emmerdements qu'on subit au quotidien. Alors, on a été très résilients parce qu'on nous a demandé de l'être. Pendant la crise Covid, on était là, on a su répondre présent. Le consommateur aussi, il nous a peut-être un peu abandonné avec la guerre en Ukraine et la crise des marchés, mais il faut savoir que le consommateur, il achète ce qu'on lui propose, pas autre chose. Donc, que les GMS se mettent à travailler avec 2-3 producteurs locaux en direct pour se donner une bonne image, mais il n'empêche que 80 à 90% des productions qui sont vendues en GMS sont de la matière importée. Et est-ce que d'après vous, notre souveraineté alimentaire, notre autosuffisance est réellement menacée? Elle commence à l'être. Comme disait le président de la FNSEA, il y a beaucoup de céréales qui sont importées. On nous demande de produire moins. Et forcément, à un moment donné, la souveraineté alimentaire va être impactée. Je voudrais revenir à ma première question. Vous avez répondu de manière pertinente, mais un peu politique. C'est-à-dire que j'attends, lorsque je vous demandais la première mesure qui vous paraissait la plus fondamentale, faut-il comprendre que c'est le problème de l'eau, ou bien y en a-t-il une autre ? Il y en a beaucoup d'autres, comme j'ai dit, il faut qu'on puisse se libérer, qu'on nous foute la paix, qu'on puisse travailler. Clairement, on demande pas autre chose, qu'on nous foute la paix, qu'on vive de notre métier, qu'on nous laisse nourrir le peuple français. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Jean-Baptiste, ce soir, il y a une réunion avec Gabriel Attal. Vous attendez quoi? Parce que c'est quoi les premières mesures que vous attendez, en fait? Parce que vous n'allez pas déployer tout en même temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Non, mais la mesure emblématique qui a un peu cristallisé l'ensemble de la colère du monde agricole, parce qu'elle concerne tout le monde, c'est le GNR. Le gazole non routier. Le coût du gazole non routier qui arrive à des tarifs maintenant, c'est exorbitant. On a doublé en 3 ans le prix du GNR. Et puis en même temps, on nous a raboté nos marges petit à petit avec des contraintes, des contrôles, des trucs. C'est clairement le GNR a cristallisé la colère paysanne
Ça, c'est une certitude. C'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. Le mot est mal choisi en disant que le carburant, c'était aussi l'arrivée des gilets jaunes, en fait. Ça passe souvent par ça, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux éléments caractéristiques quand même dans cette industrie. C'est à la fois, ça suppose beaucoup de capitaux à investir. Donc, c'est quand même une industrie qui suppose dans l'achat des machines, etc. Je suppose d'investissements extrêmement lourds. Donc, une façon de se projeter quand même dans l'avenir, parfois à plusieurs décennies. Donc, ça, c'est quand même une sacrée contrainte par rapport à un job, je sais pas, de consultant, d'auteur, de ce que vous voulez, de journaliste, pourquoi pas. Et le deuxième problème, et d'entretien du matériel, parce que ça coûte très cher. Tout à fait. Et ensuite, l'autre problème, je dirais effectivement, c'est la bureaucratisation. Parce que moi, il y a quelque chose vraiment que je trouve quand même assez insupportable dans cette société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la bureaucratisation. Et parfois, on considère qu'en réalité, c'est forcément quelque chose qui va dans le bon sens. Mais il peut y avoir une bureaucratisation qui est mauvaise. Plus personne ne considère que ça va dans le bon sens. Il peut y avoir une bonne bureaucratisation s'il s'agit vraiment d'interdire des comportements qui portent atteinte à l'environnement, qui vont détruire la faune et la flore, etc. Là, c'est une bonne bureaucratisation, mais effectivement, lorsqu'elle se retourne contre les pourvoyeurs de nourriture, là, c'est un vrai problème. Non, mais par exemple, excusez-moi, l'histoire des pêcheurs empêchés d'aller pêcher par le Conseil d'État à cause des dauphins, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, d'autant plus que beaucoup... Je vais peut-être même aller plus loin. En termes de bureaucratisation, des fois, pour la même norme qu'on doit appliquer, il y a plusieurs services de l'État qui sont concernés. Ils ne sont pas capables de parler entre eux. Nous avons 3, 4, des fois 5 papiers à faire pour chacun des services. À un moment donné, je ne sais pas, à l'heure du numérique, je me dis qu'un scan, ça peut se passer par mail d'un service à l'autre. Elisabeth, je voulais juste rappeler pour la fin, en paraphrasant mon ami, en copiant, en citant mon ami Eugénie Bastier, que j'ai entendu aujourd'hui, parce qu'on oublie toujours cette dimension. Si vous voulez, les agriculteurs, ils n'ont pas 35 heures, ils n'ont pas des vacances en veux-tu en voilà. 7 jours sur 7. C'est quand même un métier, il faut leur rendre hommage pour cela. C'est quand même un métier, si vous voulez, de la dureté physique pour les agriculteurs et les pêcheurs, et quand même, et il faut les saluer. On vous remercie. Levés plus tôt que nous, couchés plus tard que nous, et ils travaillent 7 jours sur 7. Et puis tout le temps, ils sont plutôt assez seuls. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont totalement seuls. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Gibert. Vous savez quoi, on croise les doigts, et puis bien entendu, notre micro, vous êtes ouvert quand vous voulez. Et on aime nos agriculteurs sur cette radio. Absolument, on n'arrête pas de le dire, mais c'est nos vaches aussi. On aime nos vaches. Les petites vaches, elles sont trop mignonnes. Allez, dans un